et bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Bouaké a désormais son hôtel de ville. Le vice-président Timoko Melette Kone a inauguré l'édifice ce lundi. C'est un espace de travail dédié à l'administration qui sera chargé de planifier, de coordonner, d'impulser les actions de développement de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Une fierté donc pour les populations de Gbeke. Le directeur des affaires civiles et pénales, le magistrat hors hiérarchie, Kwame Augustin, était face à la presse aujourd'hui. Il s'est prononcé sur la dernière décision de justice concernant le président du PDCI. Face aux caméras, il a affirmé que Tigan Thiam n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien selon le code de la nationalité ivoirienne. Le tambour parleur Guigui Ayokoué sera bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Le Sénat français a voté à l'unanimité le projet de loi portant sur la restitution pleine et entière du tambour. Ce lundi, le président Alassane Ouattara avait demandé en 2019 le rapatriement de cet objet rituel qui servait notamment à prévenir des dangers. Et la Méditerranée qui a encore emporté des vies. Près de 20 migrants ont trouvé la mort au large des côtes tunisiennes après le naufrage de leur embarcation. Une tragédie de plus en mer et qui ravive les tensions autour de la crise migratoire en Tunisie est devenu un carrefour fragile sur la route vers l'Europe. Bienvenue à RTI 1 et très heureuse de vous retrouver en ce lundi. Voilà les populations de Gbeke qui s'en vantent. Le chef-lieu de la région, Bouaké, abrite également un CHR ultra moderne. À la suite donc de l'hôtel de ville, vous allez le voir, le vice-président Timoko Melette Kone a inauguré ce centre hospitalier régional. Et ce nouveau centre est bâti sur un site de 10 hectares. Il a une capacité d'accueil de 160 lits. Sa construction et son équipement auront coûté 40 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, nous rapporte Mahama Traoré. Bouaké disposait déjà d'un centre hospitalier universitaire CHU et voilà que ce dispositif sanitaire est désormais renforcé par un nouveau centre hospitalier régional CHR inauguré ce lundi 28 avril par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melette Kone. Une mise en service officielle car cet édifice est déjà fonctionnel depuis un an. Achevé fin 2023, cet établissement a fait office de centre de référence pour les besoins sanitaires de la Coupe d'Afrique des Nations de football en raison de son plateau technique. Cet établissement dispose en plus d'un plateau technique au standard international comprenant un service de neurochirurgie, l'un des plus modernes et les plus sophistiqués de la sous-région qui fait la fierté du personnel avec les opérations qui s'y déroulent à l'aide d'équipements de pointe, dont le système de neuronavigation, un microscope opératoire de dernière génération, toute option, un amplificateur de brillance 3D et un neuromonitoring opératoire. Cet hôpital dispose également d'une unité d'imagerie comprenant un scanner de 104 barrettes et d'une IRM de 1,5 Tesla, ainsi qu'une unité de dialyse avec 10 générateurs. À ce jour, ce sont un peu plus de 51 433 visites qui ont été enregistrées dans cet établissement. Le CHR de Bouaké, avec ses performances et la qualité des soins, se positionne comme un centre d'excellence sanitaire qui contribuera à coup sûr à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire de la sous-région. Vœux chers à son Excellence, le Président de la République Alassane Ouattara. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le nouveau CHR de Bouaké va délivrer 15 services médico-techniques et spécialisés de santé pour une capacité d'accueil de 150 lits. Fruit de la mise en œuvre du programme hospitalier initié par le gouvernement en 2018, l'ouvrage aura coûté 40 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire, construction et équipement compris. Un investissement qui va soulager les habitants de la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ces populations, monsieur le vice-président, rien que pour faire une IRM, étaient obligées de se rendre soit à Yamoussoukro, soit à Korogo, soit à Abidjan. Nous accueillons avec beaucoup de joie cette nouvelle infrastructure. Je voudrais, à ma qualité de premier magistrat de la commune et de cadre de la région, remercier en notre nom à tous le président de la République pour tout ce qu'il fait. À l'issue de la mise en service officielle, Timoko Melette Kone a effectué une visite guidée du nouveau CHR de Bouaké. Une occasion pour lui de communier et d'encourager les 441 professionnels de santé qui animent au quotidien cet hôpital.
qui a aussi son hôtel de ville. Le vice-président Timoko Melet Kone a inauguré l'édifice aujourd'hui même. C'est un espace de travail dédié à l'administration qui sera chargé de planifier, de coordonner, d'impulser surtout les actions de développement de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. On retrouve Mama Traoré et Ambroise Assema. En plein cœur de Bouaké, un bâtiment imposant attire désormais les regards des passants. Il s'agit de l'hôtel de ville, là où siégeront désormais le conseil municipal et ses services rattachés. Ce lundi, l'édifice est mis en service par le vice-président de la République Timoko Melet Kone en visite de travail dans la capitale de Gbeke. À travers une fresque du célèbre chorégraphe Georges Momboy, la ville de Bouaké manifeste sa joie pour ce projet vieux de 50 ans qui se réalise. L'édifice comprend un bâtiment principal R+2, des bâtiments annexes et plus de 700 places de parking dans la cour. C'est l'hôtel de ville de tous. C'est un espace où se construira jour après jour le développement harmonieux de la ville de Bouaké. Nous l'avons voulu tourner vers la promotion des investissements privés. Ils seront donc logés prioritairement les structures étatiques de facilitation de l'investissement comme le CPC et les guichets uniques de développement des entreprises GUD-PME. Un espace de coworking logé au 3e niveau du bâtiment est dédié aux entreprises privées. L'hôtel de ville de Bouaké comprend également plusieurs salles de réunion et une grande salle de conférence pouvant accueillir près de 1000 participants. Fruit du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, le nouvel hôtel de ville de Bouaké reflète la volonté du gouvernement de booster les territoires. Ce nouvel hôtel de ville est le symbole vivant du 3e pilier de la Côte d'Ivoire solidaire qui vise à créer dans chaque région un cadre de vie et d'investissement propice. À travers des infrastructures de qualité et un environnement des affaires favorable, nous renforçons la compétitivité de nos régions. Ainsi, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, quel que soit son lieu de résidence, pourra aspirer à des conditions de vie décentes et participer activement à l'édification de notre nation. Après avoir inauguré ces deux ouvrages en une seule journée, Timoko Melet Kone se dit fier de constater la renaissance de Bouaké sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Fierté teintée d'émotion pour le vice-président de la République qui a effectué une partie de son cursus primaire et secondaire à Bouaké. Ce que je voudrais, c'est de remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose pour que cette ville soit aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle continue d'aller de l'avant, parce que c'est important dans la politique de décentralisation que le président a voulu mettre en place en Côte d'Ivoire. Le CHR, il s'agit d'un joyau médical dont il n'existe aucun modèle encore, et je dirais peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un hôpital moderne avec un équipement très moderne. Bouaké est le premier certainement à y aller, mais d'autres régions vont suivre avec le même progrès. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire, c'est ça la Côte d'Ivoire qui avance, c'est ça la Côte d'Ivoire qui se développe. Dernière étape de cette visite de travail dans la capitale de Gbeke, cette rencontre entre le vice-président de la République, la chefferie traditionnelle et les cadres de la région de Gbeke. Il a été question de paix et de développement. Voilà, justement, le développement est en marche partout en Côte d'Ivoire. Et la fondation Lonasi tisse la toile de la solidarité. Elle joue ainsi sa partition. Et cette fondation a fait don de 5 ambulances médicalisées aux régions du Folon, de la Bagoué, du Guémon, du Ambol et du Kontougo. Le coût total de ces engins est estimé à plus de 232 millions de francs CFA. Franck Wadio, Issa Chunayo.
5 ambulances médicalisées à destination de plusieurs centres de santé urbains dans plusieurs régions du pays, à savoir le Hambol, la Bagoué, le Gontougo, le Folon et le Guémon. Un don de la fondation Lonossi qui marque la fin de la caravane du social. La dernière caravane 2024 qui s'est achevée dernièrement avec cette partie d'ambulances qu'elle n'a pas pu remettre sur place aux populations dans les localités. Donc nous nous sommes retrouvés ici à la Fondation pour faire cette remise, pour boucler l'année 2024 en termes de réalisation sociale. Au nom des bénéficiaires, le préfet de Kaniasso, Akma Aimé Roland, traduit la reconnaissance des populations. Nous sommes donc fiers de la Fondation Lonossi qui sillonne toute la Côte d'Ivoire pour apporter le sourire à nos ménages en exprimant chaque fois sa solidarité par divers dons. Un don qualitatif pour soulager ces zones enclavées. Ces ambulances, estimées à plus de 232 millions de francs CFA, vont servir à l'évacuation médicale des patients vers des sites mieux équipés. Et plus loin, on note cette page très importante de l'histoire culturelle ivoirienne qui s'apprête à se refermer. Le tambour parleur Guigui Ayokwe, symbole de communication et de rassemblement pour le peuple Atchan, va enfin retrouver sa terre natale, la Côte d'Ivoire. Ce retour historique, fruit de plusieurs années de démarches diplomatiques et de coopération, a été scellé aujourd'hui même par un vote à l'unanimité au Sénat français. Walter Amadou Ouattara. Bientôt, la restitution à la Côte d'Ivoire du tambour Guigui Ayokwe. Ce bien culturel du pays est issu du système de protection ancestrale de la communauté Atchan. Vient de porter fruit le lobbying constant porté par le président de la République, Alassane Ouattara, et exécuté sur le terrain par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rémac, à travers la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Sénat français vient de voter à l'unanimité le projet de loi portant la restitution pleine. La restitution d'un bien culturel à la République de Côte d'Ivoire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la proposition de loi est adoptée. Déjà, le tambour parle du peuple Atchan avait fait l'objet en 2022 d'une cérémonie de désacralisation. Cela avant les travaux de sa restauration par le musée du Quai Branly à Paris où il se trouve. Le tambour parle Guigui Ayokwe servait à prévenir et à mobiliser les populations en cas de danger ou convoquer les villages à des cérémonies traditionnelles. Loin du terrain culturel, sur le terrain politique, on a appris cette action du PDCI RDA en justice. Le parti a déposé ce matin même une requête devant la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan pour annuler la décision de justice ordonnant la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Les avocats ont prononcé une conférence de presse au siège du parti à Cocody. Le témoignage est signé Didier Nguessan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, se prononce sur la radiation de la liste électorale de son président Tidjane Thiam, tel qu'ordonné par le tribunal de première instance d'Abidjan le 22 avril dernier. Les avocats du parti annoncent avoir déposé une requête devant le tribunal ce lundi matin. Débattant d'une question qui porte sur la nationalité, on glisse subrepticement d'un contentieux sur la liste électorale vers un contentieux sur la nationalité. Nous avons dit, vous n'êtes donc pas compétent pour connaître de ce contentieux. La loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables. On dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. Selon Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI, Tidjane Thiam reste l'unique candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle. Pour le PDCI RDA, la nationalité est exclusivement ivoirienne. C'est l'exercice présidentiel de aucune tâche. Mais pour nous au PDCI RDA, il n'y a pas de plan B, il n'y a ni de français à faire. Il n'y en a pas. Pour Maître Adjeluc et Dadier Rodrigue, seul le procureur de la République est compétent pour contester la nationalité du président du PDCI, Tidjane Thiam.
Et sur le même sujet, le directeur des affaires civiles et pénales, le magistrat hors hiérarchie, Kwame Augustin, était face à la presse aujourd'hui. Il s'est prononcé sur la dernière décision de justice concernant le président du PDCI face aux caméras. Vous allez le voir, il a affirmé que Tidjane Thiam n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien, selon le code de la nationalité ivoirienne. On en sait plus avec Sidonie Davila. Dans un contexte marqué par le débat sur la nationalité, la clarification apportée par le directeur des affaires civiles et pénales vise à dissiper les doutes entourant la candidature de Tidjane Thiam à la présidentielle de 2025, soulignant ainsi l'importance de la filiation comme fondement de la nationalité. Par cette libération de son allégeance à un pays étranger, M. Thiam, qui était ivoirien par sa naissance, par le sang, retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne qu'il avait volontairement mise en hibernation, en dormance. En effet, de même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2027. La conférence de presse a également abordé d'autres questions aussi importantes telles que la binationalité et les conditions de perte de la nationalité. Il ressort de l'article 48 que l'Ivoirien majeur qui opte volontairement pour une nationalité étrangère ou qui déclare expressément reconnaître une telle nationalité perd automatiquement le bénéfice de la nationalité ivoirienne et partant les droits et obligations découlant de cette nationalité ivoirienne. La question de la radiation du président du PDCI RDA de la liste électorale était également une préoccupation majeure pour les journalistes. La logique de cette radiation. Le juge dit, au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il n'avait pas la qualité d'Ivoirien. Et cette qualité s'apprécie au moment de l'inscription. Au moment où il s'inscrivait, il n'avait pas encore renoncé à son allégeance à l'État français. Cette conférence de presse intervient à un moment critique où les discussions sur la nationalité ivoirienne au centre des préoccupations posent des bases importantes pour la compréhension juridique de la nationalité en Côte d'Ivoire. Voilà, et toujours dans l'actualité politique, le 31 mai prochain, Brazzaville accueillera un meeting du RHDP. Ce rendez-vous vise à réaffirmer l'attachement des militants de la diaspora au parti. Les militants installés donc au Congo se préparent à rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement. Nous rapporte Sidonie Davila, Ulrich Adongon qui reviennent du Congo-Brazza. À Brazzaville, les militants du RHDP sont mobilisés pour saluer les efforts du président de la République, Alassane Ouattara. Un projet partagé avec les autorités présentes dans la capitale congolaise pour la 16e conférence de l'APF. Tour à tour, Kandia Kamara et Adama Bictogo ont échangé avec les militants et sympathisants sur la vie du parti et bien d'autres sujets aussi importants comme cet événement majeur qui se profile à l'horizon. On est en train d'organiser la rentrée politique, ce serait un giga meeting avec tous les délégués des différents pays de l'Afrique qui seront à Brazzaville le 31 mai pour la rentrée politique et dire grand merci au président Alassane Ouattara parce que c'est un président exceptionnel, un président qui est un bâtisseur. Surtout que nous sommes à l'orée des élections présidentielles 2025. Donc il s'agit d'abord de structurer nos bases, tant au niveau du Congo-Brazzaville comme en RDC, et par la suite essayer de mobiliser nos militants, former nos militants et leur permettre de savoir non seulement voter pendant la période électorale, parce que nous avons constaté que pas mal des militants n'arrivent parfois pas à voter correctement. Nous l'avons dit tout à l'heure à ces différentes autorités, tout à l'heure lors de nos échanges, nous attendons leur soutien pour la réussite, pour ne pas dire le succès même de cet événement. Les cadres du parti ont invité les oufouettistes du Congo à continuer de se mobiliser pour la victoire du RHDP. Dès leur arrivée en terre congolaise, les 2 membres du présidium du RHDP ont été accueillis dans une ambiance festive par les militants.
drapés des couleurs du parti avec des chants et des cris de joie. La sécurité alimentaire vous intéresse et une question vous préoccupe aussi certainement. Comment résoudre juste l'épineuse question de la sécurité alimentaire en Afrique? Eh bien, l'Institut international d'agriculture tropicale est formel. Il faut mettre la science au service de l'agriculture. Cet institut situé au Nigeria propose des innovations pour permettre d'améliorer la productivité des cultures. Michel Digré pour les détails. Ibadan, nous sommes au Nigeria, plus précisément à l'Institut international d'agriculture tropicale. L'ITA est une institution à but non lucratif qui génère des innovations agricoles pour relever les défis les plus pressants de l'Afrique que sont la faim, la malnutrition et la dégradation des ressources naturelles. Pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'agriculture, notamment la production de manioc, nous développons ici une technologie de pointe pour produire rapidement du matériel végétal, exemple de maladies. Bâti sur 1000 hectares, l'ITA, depuis sa création en 1967, a contribué à améliorer la vie de millions d'agriculteurs africains grâce à ses travaux de recherche. Le but de la recherche est de garantir qu'il crée des solutions aux problèmes humains. Ici, nous vous proposons des solutions aux problèmes des agriculteurs sur le continent. Je suis en train de confectionner du gari, du très bon gari à base de manioc produit dans ce centre. Le directeur général de l'ITA est un Ivoirien. Dr Siméon Ehui a pris les rênes de cet institut en août 2023 après 30 années d'expérience dans le domaine de l'agriculture à la Banque mondiale et dans plusieurs institutions internationales. Les découvertes sont nombreuses. Il sera difficile d'énumérer toutes les technologies, mais je vais vous en citer quelques-unes. Il y avait la cochenille, par exemple, qui détruisait toutes les plantations de manioc. Grâce aux recherches de l'Institut, nous avons pu avoir des prédateurs qui ont pu éliminer la cochenille. L'autre technologie dont on est fier, c'est celle qui permet la multiplication de semences de produits alimentaires tels que, par exemple, le manioc, 10 000 fois beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Donc, en tant qu'institution de recherche, nous sommes à l'avant-garde. Nous mettons, avec nos chercheurs, en œuvre des technologies qui permettent justement d'améliorer la productivité. Plusieurs pays sont intéressés par les innovations de l'ITA. Le président de la Sierra Leone est en visite dans l'Institut pour la signature d'un partenariat. Dr Siméon Ehui envisage également une collaboration avec le gouvernement ivoirien. Le message que nous donnons, c'est de mettre, disons, l'accent sur la science et la recherche, les innovations technologiques. Et notre institut, l'ITA, et puis le consortium même, le CIGIA, peut apporter un appui considérable au gouvernement pour pouvoir justement transformer notre agriculture de façon durable. Autre priorité de l'ITA, son programme rendant l'agriculture et l'agro-industrie plus attrayantes pour aider à lutter contre le nombre élevé de jeunes chômeurs en Afrique subsaharienne. On constate également des efforts dans le domaine éducatif pour une école de qualité. La ministre Maria Toukoni a rencontré les syndicats d'enseignants pour examiner la situation après l'atelier tenu dans la ville historique de Grand Bassam les 7, 8 et 9 avril dernier. Et elle a rassuré à nouveau donc les syndicats signataires et non signataires du mot d'ordre de grève quant à la volonté du gouvernement ivoirien de maintenir un environnement scolaire apaisé. Je vous propose quelques réactions à l'issue de cette rencontre. Notre préoccupation principale aujourd'hui, à l'instant T, c'est la question des ponctions et des suspensions de salaire. Je crois que notre doléance a été bien reçue. Elle sera portée par Madame la ministre et nous sommes confiants dans le règlement de ce problème. La grève a perturbé l'école. Il y a eu quelques jours d'arrêt de travail. Nous avons donné l'assurance à Madame la ministre que si le planning est refait, nous engageons nos organisations et nos camarades à rattraper les cours qui ont été perdus. Je voudrais donc rassurer les camarades qui injustement
ont eu leur salaire ponctionné, qu'ils soient sereins, qu'ils restent calmes et que Monsieur le Premier ministre sera saisi du dossier et qu'un retour favorable, sûrement pour nous, leur sera accordé. Je les appelle donc demain à reprendre effectivement le boulot parce que nous n'allons pas faire 9 mois et puis à la veille laisser tout chambouler. Tout ce que nous avons entrepris depuis septembre, nous sommes à la conclusion et nous allons aller effectivement aux conclusions qui sont les examens à grand tirage. Depuis hier, nous entendons des voix discordantes qui vont contre la trêve sociale, qui vont contre les engagements pris par les partenaires qui sont les organisations syndicales. Et donc, j'ai encore pris mon bâton de pèlerin pour les recevoir aujourd'hui avec 2 objectifs. Le premier, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché. À l'issue de cette autre réunion, les partenaires reviennent à la table de discussion avec en prime le réaménagement du planning pour planning de travail pour les élèves qui sont en classe d'examen, c'est-à-dire CEP, BPC, baccalauréat. On affine aussi les idées stratégiques dans le secteur minier afin que les lignes puissent bouger. Sur les 3 dernières années, 456 autorisations ont été accordées à l'exploitation minière artisanale. Malgré ce flux de demandes traitées et les normes potentielles, la production issue des petites mines représente seulement qu'1% de la production nationale minière qui a atteint 59 tonnes en 2024. Alors comment inverser la tendance, améliorer la contribution des petites mines, garantir surtout une meilleure traçabilité et mieux maîtriser les circuits commerciaux? Élément de réponse avec Lansene Bakayoko. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, l'impact positif de l'exploitation minière artisanale au niveau national et auprès des communautés reste très faible. Conséquence de l'impossibilité de capter la production totale issue de ce segment d'activité qui serait identique à la production industrielle d'or. La fraude existe toujours, tant au niveau des acteurs légaux que des acteurs illégaux. Cet atelier va permettre à l'État de prendre des mesures pour exciter les différents acteurs à pouvoir mieux faire leurs déclarations. Il s'agit entre autres d'identifier les entraves majeures à la formalisation ainsi que les bonnes pratiques en matière d'exploitation, de traçabilité, de fiscalité et de gestion communautaire. La petite mine est aujourd'hui reconnue comme un secteur stratégique, non seulement par sa capacité à générer des emplois et à réduire la pauvreté, mais aussi par sa résilience et sa proximité avec les communautés locales. Malgré son potentiel énorme, ce secteur reste confronté à des contraintes majeures. Pourtant, le gouvernement, en accélérant le processus de délivrance des autorisations, espérait mieux. De 2022 jusqu'à ce jour, nous avons délivré 456 autorisations d'exploitation minière artisanale à petite échelle. Si vous comparez ce nombre à celui d'entre 2015 et 2021, nous étions seulement à 229 autorisations. Après avoir autorisé et doublé le nombre d'autorisations, nous sommes seulement à 730 kg. Ce n'est que 1% de l'ensemble de l'or produit dans notre pays, ainsi déclaré. Ce cadre d'échange devrait renforcer les politiques publiques et les mécanismes d'accompagnement opérationnel destinés aux acteurs. Et malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La Méditerranée qui continue de compter des morts. Près de 20 migrants ont perdu la vie ces dernières 24 heures au large des côtes tunisiennes après le naufrage de leur embarcation. Une tragédie de plus en mer qui ravive les tensions autour de la crise migratoire en Tunisie est devenue un carrefour fragile sur la route vers l'Europe. Comme on peut le dire, l'Eldorado, c'est pas forcément ailleurs.
L'Espagne et le Portugal sont plongés dans le noir. Une panne d'électricité massive a frappé ce lundi même une large partie de ces deux pays et même le sud de la France. Le réseau électrique est sévèrement touché. Les autorités restent très prudentes, mais l'hypothèse d'une cyberattaque n'est pas exclue. Les enquêtes sont en cours, tandis que les gouvernements espagnols et portugais tentent de reprendre le contrôle. Et vous l'avez si bien compris, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Konia et moi. Je vous retrouve avec le même bonheur à 20h, surtout dans la paix.